Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Et là, on n'a pas d'intro. Ah ouais? Je sais pas, non? Qu'est-ce qu'on dit? Bah, on me dit qu'on n'a pas d'intro. On peut tenir genre 30 secondes à dire ça, tu crois? Ou on a mieux à dire je sais pas. Bah, déjà, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une intro? Ouais. Est-ce que Oui, c'est le concept de on se chauffe un peu, quoi. voilà. Je bois une gorgée d'eau, tout ça, pendant que vous Est-ce que parlez. l'épisode est nul et non avenu si on n'a pas d'intro? Ah, ça fait très juridique de dire ça, je trouve. Je sais pas ce que. Bah là, on a une Ouais. intro en plus. C'est quoi l'intro? Bah, de dire qu'on n'a pas d'intro. Ah ouais, ok. une Est-ce que inception, les quelque part. patronautes peuvent demander un remboursement en cas non, mais en fait, ça, d'absence d'introduction? Ah, mais ça, faudrait savoir. on l'a pas dit. En fait, ça, c'est la version gratuite de l'intro. Parce que la Ah oui. version. C'est ça. C'est ça. Vous Il y a- voulez une il intro? y a un palier. Voilà. Il y a un palier, je crois. Mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être en parler plus tard. Parce que le Contrecast, épisode 61, c'est parti! Oui. Salut, c'est John Couscous, créateur et de nouveau animateur du Contrecast. Bienvenue à toi, cher auditeur RIS, dans ce nouvel épisode. D'ailleurs, c'est quoi le Contrecast? Un podcast où on parle jeux vidéo, séries télé, jeux de société, livres, cinéma, romans graphiques, et même un sujet encore différent ce soir. Bref, on parle de tout et on en parle très souvent avec passion. Petite tradition, on fait un tour de table pour les voix que vous allez entendre aujourd'hui avec celui qu'on peut désormais entendre dans un nouveau podcast du VHS nommé Drôle de jeu. Mais oui. Bonjour Mais c'est Petrus. vrai. Bonjour. Bah, Mais c'est anecdote. vrai que c'est un nouveau podcast, mais il est incroyable en plus ce podcast. Eh bah écoute, figure-toi que je l'ai pas encore écouté au moment où on enregistre, mais peut-être qu'à la diffusion je l'aurai écouté. Donc franchement j'ai kiffé, il est trop bien. On avait un sujet d'intro en fait. Non, ça c'est une pub. D'accord, ok, C'est d'accord. encore autre chose. C'est un événement dans le label, tu rigoles. C'est vrai que c'est un Et événement. dans le monde du GN. Donc voilà. C'est Et vrai, dans le monde tout court. C'est vrai. Et si C'est- tu sais pas ce qu'est le GN, bah écoute le drôle de jeu parce que ça parle de ça justement. trop bien. Et vu que tu nous parles pas de ça ce soir, t'as un sujet quand même. Fallait un sujet parce que tu m'as dit Ouais. qu'il n'y a pas forcément une intro. Ah non, ça c'est la version gratuite du podcast. Il y a pas de sujet aujourd'hui. Ouais, j'ai une balle à trop, moi. Bah là trop quoi? Balle à trop envie de vous en parler. Oh bah écoute, on a hâte que tu nous racontes tout ça. On continue et on termine bientôt le tour de table avec celle qui s'était peut-être perdue sur une des routes de l'Eurovélo depuis sa dernière apparition dans un Contrecast. Bonjour Julie. Bonjour. Oui, j'ai eu une crevaison et Ah. du coup j'étais coincée loin. Ça fait pas la J'ai bonne dû place. rentrer à pied et d'où mon absence. Voilà. J'ai voulu mettre un mot technique sur le vélo dans cette intro, mais je me suis dit que à 3 minutes de l'enregistrement, j'avais pas trop le temps de chercher. Donc, mais je sais pas, j'aurais pu parler de, je sais pas, donne-moi un mot technique qu'on peut pas comprendre dans le monde du vélo. Caliper, V-brake. Par exemple, ça te parle? Du rythme, moi j'aime bien du rythme. Il n'y a pas de rythme. Non, il n'y a pas de durée. Non, ça c'est autre chose. Ok, et de quoi tu nous parles aujourd'hui, Julie? Je vais vous parler de Gaga. Ok. Balatro Gaga, deux sujets intéressants et je pense qu'on est parti pour le premier sujet. Avec mon incroyable souplesse légendaire et mon habilité à enflammer les dance floors sur tout style de danse possible, c'est faux, j'ai évidemment dû utiliser Google pour savoir de quoi allait nous parler Julie aujourd'hui. Mais la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'une étoile est née depuis que notre Lady danse Gaga? Oh Ouais, c'est beau. Ça va? Ok, C'est bon, beau. ça passe. Nickel. J'ai pas trouvé mieux. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est Je m'attendais à Pire. Radio Gaga plutôt. Ouais. J'aurais pu. C'était bien. J'ai pensé à Lady Gaga en premier et j'ai tourné l'intro autour de ça. Pour faire jeune, ça. Pour capter tout type d'audience. Ouais. Et parce que j'ai bien aimé ce film aussi, extrêmement. Tout simplement. On t'écoute du coup, Julien. Ok, et Notre film. écoutez, à travers les saisons, je vous ai parlé souvent de musique, je vous ai parlé un peu beaucoup de vélo, parfois de théâtre, de ciné, de séries, de roller. Mais j'avais parlé de danse, je crois. Je pense aussi. Alors, je crois que si. Ah ouais? Ah non. Dans un coup de cœur. Ah peut-être, ouais. Ouais. Tu te souviens ce que c'était? Non, c'était sûrement un truc chelou scandinave. Très probablement. Donc là, je vais vous parler d'un autre truc chelou, ok. pas scandinave, Oh. mais un truc chelou. Je vais vous parler de danse Gaga. Je vais vous en parler parce que ça fait partie des choses qui me passionnent, qui m'animent, qui me meuvent en ce moment et depuis quelques années maintenant. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, avec la difficulté que je vais vous parler de danse, de quelque chose qui est très visuel, très rythmique, et c'est compliqué d'en parler, donc je vais essayer d'être claire dans mes explications.
Que Truss fera la démo en vidéo, ce sera peut-être Oui. retransmis dans les bonus. Dans la Avec version l'intro. payante plus Dans la plus, version payante, on a Avec l'intro. voilà, une mise en espace par vous-même. Tout à fait. Donc la danse Gaga, alors je m'y suis mise il y a quelques années maintenant, je pense 3-4 ans. J'ai toujours pris des cours de danse, mais pour moi la découverte de la danse Gaga, ça a été vraiment game changer total et ça a vraiment changé mon approche de la danse et des cours de danse. Alors, qu'est-ce que c'est ? La danse Gaga, c'est une technique de danse contemporaine qui a été créée dans les années 90 par un chorégraphe qui s'appelle Ohad Naharin. Ohad Naharin, il a sa propre compagnie qui s'appelle Batsheva Dance Company. Et c'est avec cette compagnie qu'il a mis au point une technique assez innovante et qui ressemble à pas grand-chose d'autre, je dois le dire. Et cette technique de danse, en fait, justement, elle ne repose pas sur une technique, elle ne repose pas sur une technique classique. Donc, si on devait transposer, par exemple, en termes de musique ou d'instruments, ça ne repose pas sur une gamme, ça ne repose pas sur des exercices qui sont répétitifs, ça ne repose pas sur un enchaînement de pas, c'est pas vraiment codifié, il n'y a pas de chorégraphie, et en fait, on suit uniquement des instructions autour de sensations et de perceptions corporelles. Alors, tout ça est très énigmatique. Comment ça se passe un cours de Gaga ? Alors, c'est un peu comme Fight Club quand vous allez dans un cours de Gaga pour la première fois de votre vie. Il y a le ou la prof qui arrive et qui vous dit « Ok, qui n'a jamais fait Gaga ?» Et donc, les gens qui n'ont jamais fait Gaga vont voir le ou la prof dans un coin et le ou la prof explique quelques règles de base. Alors, pendant Gaga, déjà, tu fermes pas les yeux. Jamais. Tu t'arrêtes jamais de bouger pendant toute l'heure du cours. À aucun moment, tu es immobile. Et tu ne parles pas pendant 1 heure. Et tu suis toutes les indications qu'on va te donner. Sans moufter. Et tu fais les choses et tu suis et tu expérimentes à peu près tout ce qu'on te dit de faire. Aussi bizarre que ça puisse être. J'ai l'impression que ça ressemble à une secte pour l'instant, mais ouais. C'est complètement ça. Ok. Donc là, on commence le cours. Et alors, première spécificité, on est tous en cercle autour du prof, mais il n'y a pas de miroir. Donc, si on est dans une salle où habituellement il y a des miroirs, tous les miroirs sont camouflés, cachés derrière des rideaux. Ça, c'est très perturbant quand on a l'habitude de prendre des cours de danse, de ne plus avoir de miroir subitement. Et puis même d'ailleurs, dans les salles de sport, il y a toujours des miroirs. Le miroir, c'est un objet central. Là, il n'y a pas de miroir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en Gaga, le miroir, c'est les autres. Et c'est sa propre sensation qu'on a de son corps. Et ce n'est pas du tout le reflet et l'image qu'on peut percevoir visuellement. Et là commence le début du cours avec des instructions bizarres. On nous demande de flotter, de s'étirer, big skin. Et là arrive tout un tas de vocabulaire incompréhensible qui correspondent en réalité à une certaine codification de la danse Gaga. On va nous demander de faire du shake, on va nous demander de faire du quake. Alors, c'est quoi du shake ? C'est quand on décide de shaker, de bouger, de se secouer en français. C'est quoi quake ? C'est quand on est secoué, comme s'il y avait un tremblement de terre et qu'on subissait le mouvement. Mais on n'est pas à l'origine du mouvement. Donc là, on se dit, OK, là, c'est moi qui bouge. Ah, OK, là, je subis un tremblement de terre et c'est un élément extérieur qui me fait bouger. Bon, première tentative, c'est pas évident, on cherche, bon. Et puis après, on va nous parler de matière. Nous sommes dans la gelée. Nous sommes dans une piscine remplie de pâtes à cookies. On doit avancer dans une pièce remplie de miel. OK. Ensuite, on va nous parler des parties de notre corps, mais on va nous demander de bouger notre squelette uniquement. Après, on va nous demander de bouger nos muscles ou de bouger notre peau. Mais on ne va pas nous demander de bouger le bras. Mmh. Donc, on bouge le bras, mais différemment si on décide de bouger la peau ou de bouger les muscles ou de bouger l'ossature. On va marcher avec les moons. Qu'est-ce que c'est les moons ? Nouveau mot inventé par le chorégraphe pour désigner en fait les petits coussinets comme il y a sous les pattes des chats.
Ok, encore des images bizarres. Et alors là, milieu du cours, ça y est, notre colonne vertébrale doit devenir telle une algue dans l'océan. On doit se transformer en bodybuilder. On doit avoir les yeux qui regardent en arrière à travers notre crâne. On a les yeux qui fondent dans les orbites. Notre anus doit faire de la lumière et on doit éclairer derrière nous avec notre anus. Pratique, ça, des fois. Ouais. Alors, c'est pas réel. Je vous parle pas du documentaire de réel, je vous parle d'un vrai cours de danse. Je suis juste en train de me demander quel est le pourcentage d'abandon après le premier cours. Parce que quand t'entends tout ça, tu te dis, mais faut aller loin, quoi. Non, mais sérieusement, les gens sont hyper fidèles à ce cours et reviennent. Donc, bon, il y a quand même un bon reach, quoi. Et surtout, le hit de la danse gaga, la fameuse image du spaghetti trop cuit dans la casserole. Ouais, Donc, oui. Voilà. Oui. Nous sommes des spaghettis dans une casserole d'eau bouillante. Le spaghetti est déjà cuit et là, vous montez votre plaque à induction au niveau 9. Ah merde. OK. Donc là, vue de l'extérieur, c'est une bande d'énergumènes, tous allongés au sol dans une pièce en rond qui gesticulent tels des spaghettis trop cuits. Donc ça peut paraître bizarre, mais une fois qu'on a capté le truc, c'est quand même une expérience transformative assez intéressante. Pourquoi ? Je vous l'ai dit, déjà, il n'y a pas de miroir. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Quand on a soit connu des cours de danse très académiques, où on a une image du corps qui est renvoyée qui peut être pas toujours très bienveillante, je pense par exemple à la danse classique, ou quand au contraire, on n'a pas l'habitude de la danse, mais justement parce qu'on n'a pas l'habitude de la danse, on a peur de se comparer aux autres, etc. Donc là, il y a plus reflet. On sort de notre propre corps et parce qu'on est en cercle, il y a une vraie appréhension en 3D du mouvement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un plan parallèle où il y a le corps et le miroir, la scène, le public. Le corps peut vraiment bouger dans toutes les directions, mais dans toutes les directions, j'entends qu'on peut vraiment avoir une sensation que les yeux regardent dans le dos, que la tête avance en arrière, que la gravité est inversée entre sol et plafond. Et quand on comprend ça et quand on vit ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et surtout, ce qui est super fort en Gaga, c'est le groupe. Le miroir, c'est les autres, c'est l'autre. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'exercices qui tournent autour du mimétisme entre soi et les autres danseurs. Et surtout, il y a ce corps collectif. Je ne sais pas si vous voyez ces images où subitement, il y a un essaim soit d'insectes, soit des oiseaux qui bougent tous en même temps, comme s'ils formaient un seul et même corps, alors que c'est des milliers d'individus. Et c'est pareil. Tout d'un coup, il y a une intelligence collective du corps qui se crée de manière assez magique. Et voilà, ça, c'est très, très fort à vivre. Voilà, je vous parle d'images qui sont compliquées à expliquer avec des mots, mais si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, faut savoir que le chorégraphe Ohad Naharin, il a quand même créé des pièces pour sa compagnie qui maintenant sont des pièces connues, reconnues, qui d'ailleurs sont rentrées pour certaines au répertoire de l'Opéra de Paris. Donc vous pouvez voir du Gaga à Garnier au milieu de ballets classiques. Et si vous avez envie de tester ce que c'est, je vous invite très très fort à vous inscrire à un cours de Gaga, si vous en avez près de chez vous, dans votre ville. Et il faut savoir que ce sont souvent des cours qui sont accessibles à tous et à toutes. Danseurs pros, novices, personnes qui n'ont jamais pris de cours. Il y a des comédiens, il y a des sportifs, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des corps tout cassés, il y a des corps en forme, il y a tous les genres. Et c'est vraiment une expérience qui est hyper bienveillante. Et voilà. En ce qui me concerne, j'ai eu une petite épiphanie cette semaine avec une nouvelle prof de Gaga que j'avais jamais vue. Et voilà, pour ces moments-là, je vous invite à le faire pour réparer votre corps et votre âme, si vous en avez besoin. Il y a un message à la fin là, ou non? Non, c'est tout. Ah, c'est tout, ok. Voilà.
Cut russe, pardon. Je te vois bien te secouer, remuer, faire des shakes et des... Honnêtement, quakes. franchement, j'ai envie d'essayer un cours. Ouais. En fait, ça me parle vraiment beaucoup, pour plusieurs raisons. Parce que, en fait, je donne des ateliers théâtraux, souvent, avec différents publics. Ça peut être, on l'a fait avec des infirmières dernièrement, tu vois. Et en fait, ce truc d'expression corporelle et aussi d'intelligence collective, ça paraît assez con comme ça quand on en parle ou même quand on demande aux gens de le faire. Et en fait, ça marche vraiment. Et bon, j'ai un peu l'impression que la gaga, c'est plutôt quelque chose à vivre qu'à regarder. Et en tout cas, dans les cours ou ce genre de trucs. Et c'est assez fou en fait ce qu'on peut faire. Et quand tu parles de voir à travers son crâne par derrière, des trucs comme ça, effectivement, ça a l'air tout con, mais ouais, en fait, ça marche vraiment et tu peux le faire. Et si tu prends un exemple entre guillemets un peu moins loufoque ou absurde, t'as les arts martiaux où t'as plein de trucs comme ça où on te dit imaginez que votre corps c'est une barre qui monte jusqu'au ciel de façon infinie, où votre regard va tout droit, traverse les murs, des trucs comme ça. En fait, tu te dis ouais d'accord, c'est complètement con, c'est Dragon Ball Z, et en fait non, c'est des choses qui marchent vraiment. Et le truc d'intelligence collective dans de trucs de déambulation théâtrale qu'on fait pour chauffer les gens. Il y a beaucoup de ponts. Ouais. Où tu as des trucs où tu fais bouger les gens. Mmh. Alors, d'ailleurs, c'est très rigolo parce que souvent, tu parlais de mimétisme et souvent, tu leur dis bouger n'importe où dans l'espace. Au bout de 30 secondes, tout le monde marche comme des manchots empereurs dans le même sens, à la même vitesse. Et en fait, tu as des trucs où il faut s'arrêter tous en même temps, sans se regarder et sans se consulter, ou des trucs où tu dois compter de 1 à le nombre de personnes dans le groupe, sans jamais se consulter ni parler, et chacun choisit à quel moment on va dire 2, 3, etc. Et en fait, les gens, ils sont là, ils font mais qu'est-ce qu'ils me racontent? C'est vraiment des conneries, quoi. Et en fait, des fois, au bout de la 2e ou 3e essai, en fait, les gens y arrivent. Et donc, il y a tout un truc qui se fait comme ça, d'observation pas forcément consciente. Et j'ai l'impression que dans cette pratique-là, il y a ça. Et puis, moi, je trouve ça génial, le truc du spaghetti, c'est mortel, quoi. Et j'ai lu aussi rapidement, là, quand tu faisais ta chronique, qu'il avait aussi créé ça, le chorégraphe, à des fins thérapeutiques. Lui, pour se soigner d'une maladie de dos qu'il avait eue, etc. Et c'est utilisé pour des gens qui ont Parkinson ou des trucs comme ça. Donc et je vois très bien pourquoi, en fait. Et quand tu dis ça doit soigner le cœur et l'âme, enfin le corps et l'âme, je pense qu'effectivement, ça marche. Et ça donne hyper envie d'essayer, en fait, ce genre de lâcher prise. Et le truc de pas parler pendant un cours, je pense que ça doit jouer énormément là-dessus. Pas de miroir non plus. Du coup, tu te regardes pas, t'as pas peur de faire n'importe quoi. Donc ouais, moi ça m'excite beaucoup. Tu fais n'importe quoi du coup. Et tu fais n'importe quoi. Mais tu fais pas vraiment n'importe quoi. Et je voulais te demander justement sur le mimétisme, est-ce qu'au bout d'un moment, tout le monde fait pas la même chose? En fait, c'est hyper intéressant parce que tu as dans la salle, tu as évidemment le ou la prof est milieu, donc tu suis ses instructions verbales, mais aussi ce qu'il ou elle est en train de faire. Mais tu t'imprègnes vraiment de tout le monde en même temps. C'est-à-dire que tu regardes dans la pièce, tu vois quelqu'un qui fait tel mouvement et tu dis « Ah, ce mouvement est intéressant ». Tu tournes la tête, tu vois un autre mouvement et tu t'inspires réellement des façons de danser des autres. Et tu picores en fait tout. Tu t'imprègnes de tout, tout le temps. Et justement, il n'y a pas un mimétisme dans le sens où on ne se met pas tous à faire la même chose en même temps. C'est que tout le monde picore à droite, à gauche ce qu'il voit chez tout le monde. Ok, trop bien. Ouais, en fait, c'est dans le gaga, le miroir, c'est toi, quoi. Enfin, un peu la définition. C'est toi, c'est les autres, et c'est tout le monde se renvoie, je sais pas, comme des atomes dans une boîte métallique. Non, ça veut rien dire. Qu'on secoue en écoutant de la musique. Par exemple. Voilà. Ouais. J'ai noté plein de questions à te poser. Déjà, toi, tu fais ça à quelle fréquence? Ça dépend, une fois par semaine ou une fois par mois. Après, c'est pas des cours très... Alors, c'est beaucoup de workshops, donc il y a des profs qui arrivent, qui viennent pour un mois et ensuite qui repartent. Donc, il n'y a jamais tout le temps les mêmes profs. Il y a des moments où c'est compliqué d'avoir des cours parce que, je sais pas, les cours, ils partent vite, tout est booké rapidement. Et il y a des moments où j'arrive à avoir plein de cours, j'en fais plein. Voilà, mais j'essaye au moins une fois par mois, 2 fois par mois. En fait, les profs, c'est un peu des générateurs de tendances, de mouvements, et qui lancent un truc, et derrière, ils font ça un mois, ça les fait marrer, puis même peut-être toi, en tant que danseuse, tu te dis, c'est bon, on fait toujours un peu pareil, il faut passer à autre chose, quoi. Enfin, comme tu dis, là, t'as
depuis une semaine une nouvelle et ça t'a recréé de l'énergie dans Ouais, parce qu'en plus, c'est des danseurs, c'est des danseurs et danseuses qui donnent des cours et qui dansent aussi en général dans des compagnies, ou soit qui ont leur propre compagnie, soit qui, parallèlement à leurs cours, je sais pas, jouent une pièce pendant le moment de leur résidence. Et c'est des danseurs-danseuses qui ont tous des profils assez différents. Certains qui viennent du ballet classique, d'autres qui viennent du hip-hop, avec des corps, des façons d'appréhender les choses, des techniques de base qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et ça permet aussi d'avoir ce changement permanent, de ne jamais suivre le même cours, de ne jamais suivre les mêmes tendances, comme tu dis, et de s'inspirer à chaque fois de nouvelles visions, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a un peu des rebelles dans le lot qui ferment les yeux ou qui parlent, qui cassent un peu l'ambiance, quoi? Alors, tu as toujours des personnes qui, sont là, flottent, font leur truc dans leur coin, tu as l'impression qu'ils sont défoncés, ils sont complètement... on va dire en décalage, mais en même temps, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête et dans leur corps, et si ça se trouve, ils sont en train d'expérimenter physiquement quelque chose à l'intérieur qui je sais pas, qui fait sens avec les instructions. Mais quand même, globalement, les gens sont quand même assez appliqués. Voilà. Heureusement. Et puis peut-être c'est qu'au début, tant qu'ils réalisent que c'était pas la bonne salle, ils se sont trompés dans leur... Ils disent non, Oui. en fait, c'est pas moi. J'ai une pote l'autre fois qui arrive au cours de Gaïa, qui s'est trompée de salle, et puis elle se dit ah putain, il y a que des gars, ils sont hyper musclés, et en fait c'était un cours de hip-hop. Elle a mis un peu de temps à comprendre qu'elle n'était pas dans la bonne salle. Okay. Voilà. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de cookies ou de gelée, est-ce que tu as un move préféré que tu essaies de ressortir un peu à toutes les sauces? Genre là, tu devrais improviser un mouvement de Gaga qu'on va copier sur toi. Qu'est-ce que tu nous ferais? Ça paraît évident à répondre. Ouais, c'est pas évident. Et puis en plus, c'est pas des mouvements qui ont des noms. C'est pas comme des mouvements dans ce classique où tu dis un pas de bourrée ou une arabesque ou je sais pas quoi. Ça n'a pas de nom. C'est des... Moi, après, mon petit move que j'aime bien, c'est un peu traduire en Gaga la danse un peu autistique du chanteur de New Order. Ça, j'aime bien faire ça. Voilà. En l'adaptant en Gaga. C'est un peu ma marotte. Je le fais un peu sans faire exprès. C'est le truc qui vient tout seul. Et tu parlais aussi tout à l'heure de pièces qui existent. Tu y as assisté ou tu sais juste que ça existe? Non, j'ai vu 2. Alors, là, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, j'ai vu à Garnier, j'ai vu le nom de la pièce. Est-ce que je la prononce bien? Sadé 21. Et j'avais vu aussi une autre pièce il y a quelques années à Créteil, mais je ne me rappelle plus laquelle c'était. Et vraiment, la première fois que j'ai vu sur scène les pièces, une chorégraphie de Anna Arin, c'est vraiment... T'es sur ton siège, t'es dans le théâtre, et en fait, besoin et envie de danser, mais irrépressible, quoi. Tu regardes le truc, c'est trop dur de rester assis. T'as envie de te lever, t'as envie d'aller sur scène avec les gens. C'est... La première fois que j'ai vu ça, je fais waouh. C'était vraiment une claque, quoi. De toute façon, il y a le petit lien en bas. Quand je viens de cliquer, là, je vois que je peux voir le Sadé 21. Je sais pas, on verra. Très bien. Cutrus, est-ce que tu veux le mot de la fin pour cette danse Gaga, ou tu étais déjà en train de t'inscrire directement J'en suis Gaga. Ouais, c'est nul, mais c'est comme ça. La version gratuite du podcast. C'est la version gratuite. Merci Julie de nous avoir parlé de la danse Gaga. Donc il y a des cours qui sont dispo. Alors je sais qu'il y en a à Paris ou ailleurs, dans les bonnes crèmeries, comme on dit. Cette danse qui a été inventée dans les années 90 par un certain Ohad Naharin. Merci beaucoup. Des cartes, oui, mais des jeux indie. Je suis à la fois très curieux de ce que donne ce Balatro et aussi terriblement inquiet de savoir si je ne vais pas le lancer après cet enregistrement. Heureusement que Battleground de Hearthstone a vu arriver de nouvelles cartes le mois dernier. Enfin bref, Cutrus, c'est à toi. C'est pas mal, t'as prévu la sortie des cartes Hearthstone en avance alors qu'en fait on l'enregistre en avance, et je suis en train de casser le fait qu'on enregistre l'émission en avance. Alors on enregistre le 16 avril 2024, c'est sorti aujourd'hui, mais du coup ça fait à peu près un mois que c'est sorti parce qu'on est sur l'épisode de mai 2024. Ça, exactement, c'est l'inception. C'est dans le futur. Ouais, nous on est dans le présent, mais les gens qui écoutent sont dans le passé. Enfin bref, vas-y, t'as compris. Ouais, Balatro c'est un jeu de poker, mais du coup c'est nul.
est chiant. Ouais, Voilà. mais. Mais il n'y a pas Patrick Bruel. Ah, ça c'est pas mal. Et du coup, c'est pas mal. Donc, ouais, Et ben non, en fait, c'est pas un jeu de poker, c'est un roguelike deck builder. c'est vrai. De mes catégories préférées. Ça coche. Évidemment que Ouais. je suis tombé dans ce jeu-là. On n'a jamais fait de loto. Ah oui, c'est vrai. Dans la Si. vie entre nous, tu veux dire Plus ou moins quand même. Il y a De- certains mots, tu vois, ouais. qui doivent Ouais. sortir, comme Lost. Merde, je le dis. Hades. Non, j'allais le dire après. Ok, je l'ai pas dit. Attends, c'est bon, vas-y. Un loto. Ah ouais, on n'a jamais fait. Ah, on n'a jamais fait Loto. Bon, bref, je commence ma chronique. Donc oui, c'est un jeu roguelike deck builder qui est développé par un seul mec, quand même. C'est balèze, encore une fois. Il y en a plein qui sortent en ce moment, des jeux indés sur toutes les plateformes, sur Steam, tout ça, mais je parle surtout de Steam parce que c'est un peu là où t'as beaucoup de jeux indés qui sortent un peu tout le temps, tous les mois, et qui sont des petites pépites qui ne demandent qu'à être trouvées. C'est un petit jeu qui coûte 9 balles, du coup, Balatro, fait un tout en pixel art, avec un style carrément rétro, on pourrait dire kitsch, un peu bizarre, même parce qu'avec un fond un peu psychédélique. Je sais pas comment, vous voyez les lavalampes? Oui. Est-ce que ça donne quand tu imprimes ça? Les imprimés qu'on pouvait trouver dans les années 70? Un peu, ce genre de truc, voire 80. Comme les Bon, t-shirts un c'est peu bizarre. délavés et tout, Ouais. tout le truc. Ok. Et je crois qu'il y a une seule OST, enfin il n'y a qu'un seul morceau. Ah ouais. Parce qu'une fois j'ai entendu parler d'OST de ce jeu, mais pour moi il n'y a qu'un seul morceau complètement psychédélique qui tourne en rond, que tu coupes au bout d'un moment parce que c'est plus possible, quoi. Pour l'instant, ça a l'air chiant, mais je pense que ça ne l'est pas. Ouais, mais c'est. Alors, ça peut être chiant. Non, je pense que des gens peuvent trouver que ce jeu est chiant, mais voilà, je vais peut-être quand même essayer de vous en convaincre. Donc, c'est quoi le rapport avec le poker dans ce jeu? C'est qu'en fait, tu joues avec un jeu de base de 52 cartes, donc avec les 4 couleurs classiques, pique, trèfle, carreau, cœur, avec les figures, comme tout le monde connaît, en fait, le jeu de cartes de poker. Et tout est basé aussi sur les mains de poker à la base. Donc voilà, les paires, le brelan, etc., la suite royale, etc. Normalement, tout le monde connaît à peu près ça. Et eh bien, chaque main de poker a un score qui est donc un nombre de jetons que tu peux gagner et un multiplicateur. Donc qui est déterminé selon en plus la rareté ou la difficulté de faire une main de poker. Du coup, je sors par exemple 30 jetons x 2. Bon, bah, quand tu fais une paire et que c'est peut-être pas ça exactement, bah, tu fais 60 points et donc tu fais 60 jetons. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et donc, le jeu de base est divisé en 8 manches, ante, donc ça c'est des termes de poker, et chaque ante est divisé en petite blinde, grosse blinde et boss blinde. Donc, tu as quand même un boss à chaque manche. Et le but, c'est de finir en fait ces 8 manches avant d'entamer le endless mode dont je parlerai, donc le mode sans fin. Comme tout petit roguelike qui se respecte doit proposer, bien évidemment. Et donc voilà, tu commences la première manche, la petite blinde, tu dois faire 300 jetons, 600 jetons, 900 jetons, et pour pouvoir passer. Si tu rates, bah, en fait, tu as raté ta partie et tu recommences à zéro. Donc on pourrait se dire, bon, ok, d'accord, c'est pas très intéressant. Pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Mais en fait, tout va se jouer sur la façon dont tu vas modifier ton jeu de cartes. C'est-à-dire que ton jeu de cartes de 52 cartes avec les 4 couleurs, etc., au bout d'un moment, il va plus ressembler à rien du tout, et plus du tout à un deck normal. Et en fait, tout le jeu va se baser là-dessus, plus sur quelques twists qui vont te permettre de gagner en fait ta run. Comment ça marche? Donc la première blinde, la petite, tu n'as que ton jeu de poker, tu fais tes mains, tu marques tes points, 300 c'est assez facile. Et là, juste après, tu arrives en fait dans ce qu'on appelle le shop, où on va te proposer plusieurs choses. Déjà, on va te proposer des jokers que tu peux avoir au nombre de 5. Les jokers, c'est eux qui vont commencer à te faire gagner des points et à te faire modifier ta façon de jouer ton deck. Tu as des trucs assez simples qui vont t'augmenter les multiplicateurs, qui vont t'augmenter les jetons que tu vas pouvoir gagner par main et donc augmenter ton score. Mais tu as surtout des trucs qui vont te permettre d'avoir une stratégie. Par exemple, quand tu vas jouer des figures, ça va te rapporter plus, ou ça va te faire gagner des dollars pour pouvoir acheter des nouveaux jokers et de nouvelles cartes qui vont modifier ton deck, etc. etc. Par exemple, donc les jokers, c'est un peu le cœur du jeu. C'est la première fois que tu vas acheter ton joker, ça va un peu te donner une stratégie et ça va un peu te donner une direction dans ton roguelike. Un peu comme quand tu joues à... et j'ai oublié le nom, ce fameux deck builder assez connu qui a donné un peu le style. Slay the Spire. Slay of the Spire. Pareil, quand tu vas te choper tes premières cartes, ça va aussi te donner une direction et tu vas pouvoir modifier ton deck de cartes comme un tout deck builder en fait qui se respecte dans les jeux indés et tout ça et qui va te donner une direction qui va marcher ou pas, mais en tout cas ça te donne une direction et tu vas pouvoir jouer là-dessus.
etc., etc. Après, tu as des combos de jokers qui vont te dire, bon, bah voilà, quand tu vas jouer des paires, ça va te rapporter plus. Quand tu vas jouer juste des suites, ça va te rapporter plus. Quand tu joues aucune figure du tout de ton jeu, bah en fait, ça te donne des multiplicateurs et ça te permet d'atteindre des très hauts scores à la fin, etc., etc. Je vais pas tous les décrire. Il y a 150 jokers qui se débloquent au fur et à mesure du jeu aussi. Donc ça, c'est un petit côté roguelite du coup. Donc avec plein de pouvoirs différents, avec des raretés différentes, etc., etc. Tu vas pouvoir aussi acheter ce qu'on appelle des planètes. Donc Mars, Mercure, etc., Jupiter, la Terre, la Lune, qui n'est pas une planète, mais peu importe. Un astre, qui, elles, vont t'aider à améliorer en fait, le niveau de score de tes mains. J'avais dit que chaque main était associée à un multiplicateur et un nombre de jetons que tu peux gagner. Bah, en fait, ça te fait passer le niveau, donc ça t'augmente ton multiplicateur et ton score de jetons. Tu vas avoir aussi des paquets arcanes qui, eux, vont te modifier ton deck. Il y en a une vingtaine à peu près, donc c'est des cartes de tarot. Il y a 22 cartes de tarot. Et les cartes de tarot, là, ça commence à devenir plus intéressant parce qu'en fait, ça va commencer à te transformer tes cartes. Genre à changer une carte comme une carte adjacente. Donc tu vas te retrouver à un moment donné à avoir 10 rois dans ton deck, ou alors que des cœurs, ou alors que des trèfles. Tu vas pouvoir supprimer des cartes aussi, donc pour avoir moins de 52 cartes dans ton deck, ou en rajouter, etc., etc. Ça va te donner aussi des cartes qui vont avoir des multiplicateurs, ça va te donner des cartes, ça va te donner des effets qui vont te permettre de gagner plus d'argent, donc qui nous permettent de jouer sur l'économie du jeu. Encore une autre stratégie que tu vas pouvoir utiliser. Ça va te permettre de créer des cartes planètes, de créer des cartes tarot, de transformer une carte en une copie d'une autre carte. Tu as une carte, tu la détruis, tu en as 5 pareilles, etc. Ce genre de choses. Donc en fait, c'est là où le jeu commence à devenir intéressant. C'est-à-dire qu'on va vraiment modifier complètement son paquet de cartes. Et du coup, ce qui semblait un jeu de poker va plus du tout ressembler à un jeu de poker. Parce que, à un moment donné, tu vas avoir juste une couleur dans ton deck, ou tu vas avoir des choses qui vont te permettre, par exemple, de faire... Normalement, on peut faire juste un carré. Genre un carré de 9, si tu joues 4-9, là, tu peux très bien faire 5-9. Ou tu peux très bien faire 5 As, ou de la même couleur, tu as 5 As de cœur, etc., etc. Tu peux très bien jouer avec un deck où il n'y a plus du tout de figures, ou un deck où tu vas jouer qu'avec des figures, etc., etc. Voilà, donc en fait, et plus après, il y a encore des bonus qui vont te permettre d'avoir plus de mains à jouer, plus de mains à défausser, ce genre de choses, etc. Bref, c'est un jeu où tu pars sur quelque chose d'assez normal et en fait, chaque partie va être différente comme un roguelite et tu vas pouvoir expérimenter différentes stratégies. Voilà. Après, il y a aussi des cartes spectrales qui, elles, vont complètement modifier ton deck et avoir des caractéristiques un peu spéciales. Par exemple, ça va te poser des sceaux. Les sceaux, il y en a de différentes façons. Mais par exemple, quand tu vas défausser un sceau avec une carte avec un sceau violet, ça va te créer une carte planète. Quand tu vas avoir une carte en main à la fin de ta manche et que tu gagnes avec un sceau doré, ça va te faire gagner de l'argent. Donc, tu vas pouvoir acheter des cartes, etc., etc. En fait, le jeu est... tu ferais jamais une partie identique. Le jeu est tout le temps différent et tu vas toujours pouvoir expérimenter des stratégies soit des fois fun, soit juste complètement fumées pour essayer d'atteindre les plus hauts niveaux. Parce que oui, déjà tu peux commencer avec plusieurs decks différents. Le deck de base, où ton jeu, tu commences avec 52 cartes d'un jeu de poker classique. T'en as où tu as un jeu où tu ne commences qu'avec 2 couleurs. Tu as un jeu par exemple où tu n'as aucune figure. Tu as un jeu où tu as des mains en moins et tu dois jouer avec seulement 3-4 mains à chaque manche, ce qui rend le jeu très, très compliqué. Tu as un jeu où tu commences avec des cartes de tarot, etc., etc., etc. Donc tu as 8 decks de base, je crois. Non, un peu plus que ça. T'en as, peu importe, on a à peu près une dizaine, avec 8 difficultés différentes, comme dans Hades, où à la fin tu peux choisir tes niveaux de chaleur et rendre le jeu encore plus difficile, etc., etc. Très bon jeu d'ailleurs. Hades. Ouais. Et voilà. Non, en fait, parler, hein. on a un jeu quand même, un peu complexe quand même, parce que je vous ai donné plein d'éléments de jeu qui sont là pour transformer en fait ton expérience de jeu et pouvoir peaufiner tes stratégies. Mais la plupart du temps, on va réussir à aller jusqu'à la manche 8, donc gagner le jeu en fait, qui va te permettre de débloquer des nouvelles cartes, des nouveaux decks, des nouveaux jokers, des nouvelles difficultés en fait. Mais en fait, tout l'intérêt du jeu, c'est d'aller au-dessus de la manche 8 et c'est d'aller genre en mode infini. Et le mode infini, en fait, tu as une difficulté des manches qui va augmenter de façon complètement logarithmique. Je crois que quand tu commences à atteindre la manche 11 ou 12, en fait, les scores à atteindre sont écrits en écriture scientifique, vous savez, avec les exposants, là, quelque chose, etc. Genre au-delà de milliards, etc. quoi. Et quand tu regardes le truc et que tu commences à jouer, tu fais, mais ils ont pété un câble, en fait, c'est pas possible, quoi.
Et tout l'intérêt du jeu, c'est de réussir à créer une espèce de truc complètement what the fuck, avec des stratégies complètement délirantes et qui te permettent d'atteindre des scores de ouf, quoi. Quand t'arrives à faire déjà ta première main qui fait 1 million, t'es comme un prince, t'es là, tu fais ouais, de toute façon, le jeu, je l'ai compris, c'est bon. Puis tu passes à la manche suivante, tu vois le truc, tu fais ok, j'ai pas compris le jeu, très bien. Et ça te pousse à répéter, etc. Donc c'est un vrai roguelike, mais avec des cartes de jeu de base. Et malgré son côté un peu austère, et on se dit ouais, bah, c'est juste un jeu avec des mains de poker, en fait c'est un jeu d'une profondeur assez incroyable, très riche, et qui, dès que tu as fini une partie ou dès que tu as perdu ou machin, en fait, tu n'as qu'une envie, c'est de recliquer, de réentendre cette musique trop chelou et de relancer en fait une partie, de réessayer une nouvelle stratégie, c'est de forcer quelque chose. Je pense qu'il faut l'essayer. Je crois qu'une démo est disponible. Et d'ailleurs, c'est comme ça que moi je me suis fait avoir, c'est que j'ai vu un YouTuber qui faisait la démo, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce jeu de ouf. Et je l'ai essayé et j'ai fait beaucoup de trajets de train à ne faire que ça, absolument. Et en plus, c'est un jeu hors ligne. Waouh, on n'est pas obligé de se connecter pour pouvoir jouer à un jeu, c'est fantastique. Et voilà, c'est un jeu. Faut le prendre un peu, si vous n'avez pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu, faut le prendre un peu comme un casse-tête. Et c'est ça en fait, quoi. Qu'est-ce que je vais faire, comment je vais résoudre mon énigme là-dessus et comment je vais établir ma stratégie. Et voilà, c'est complètement addictif. Je pense, le fais pas, Jordan, parce que ouais, ça a l'air dangereux. En plus, il y a beaucoup trop de trucs à débloquer. Ah. Déjà, les 150 jokers, faut y aller. Puis tous les decks de base, fois 8 difficultés. Enfin, tu peux, remarque. Moi, ça m'intéresserait de te voir changer physiquement après cette expérience, tu vois. Ah, je repense à tes 60 points de la première partie, là, où je sais plus combien. Tu te dis après, derrière, t'as des... C'est ça. En plus, t'as un truc, quand tu commences à savoir un peu jouer, c'est que ton start, il est super important. Et donc, tu vas essayer de faire en sorte que les premières manches, tu les gagnes avec une main. Parce qu'en fait, ton nombre de mains te donne des dollars bonus pour pouvoir acheter des cartes et donc être tout de suite beaucoup plus fort dans les premières manches. Donc, au début, tu joues un peu de façon comme ça, fun, et tu découvres le jeu. Et puis, au bout d'un moment, quand tu veux vraiment faire des grosses runs, tu commences à relancer beaucoup de fois pour essayer de seeder efficacement ta run. J'ai 1000 questions à te poser. Et juste avant, je vais donner la parole à Julie, parce que je sais pas trop si tu aimes bien les jeux de cartes dans la vie. Bah, je suis pas très forte. Alors moi, j'ai 2 questions. Désolée si j'empiète sur les tiennes. Vas-y. Déjà, est-ce qu'il faut bien maîtriser les règles de poker pour pouvoir jouer et apprécier? Et est-ce que être bon joueur de poker, c'est plutôt un atout dans ce jeu ou pas forcément, et au contraire, c'est plutôt un handicap? Alors, je pense qu'il faut pas t'as pas du tout besoin de connaître le poker. Ok. Non, enfin pas du tout, parce que en fait, tout est expliqué. Et, au bout d'un moment, tu comprends et c'est pas très. C'est les mains de poker. Je pense que la plupart des gens ont cette connaissance-là et ça suffit. Oui. Donc c'est pas du tout un jeu de poker en fait. Ouais. Et de ce que j'ai pu à peu près voir et tout ça, je pense que quand tu connais bien les statistiques sur tes cartes, ça peut t'aider. Mais t'as pas vraiment besoin parce que t'as tout le temps des aides en permanence qui te permettent de voir les cartes qui te restent dans ton deck et pouvoir à peu près faire des stats sur est-ce que je défausse cette carte-là, est-ce que machin, mais franchement, c'est pas le cœur du jeu. Ok. Et tu parlais d'extensions ou de decks où tu avais des cartes de tarot. Est-ce que tu as des versions coinches avec d'autres jeux ou... Non. Non, pour l'instant. Les cartes de tarot, elles sont là vraiment pour modifier le jeu ou te donner des bonus ou ce genre de trucs. Mais non, t'as pas d'extension pour l'instant. Le jeu existe tel quel avec le jeu de 52 cartes classiques, en tout cas à la base. Mais ça pourrait être une très bonne extension d'ajouter des jeux supplémentaires avec des cartes qu'on connaît pas. Bah en fait, ouais, maintenant mais d'ailleurs, c'est bien possible qu'on voit émerger des jeux qui se basent sur ce système de manipulation de deck entre guillemets classique bientôt, parce qu'en fait, le jeu a été un carton. Il a fait 500 000 entrées je crois en 3 ou 5 jours, je sais plus, en 3 ou 10 jours. Et le mec a fait 1 million de ventes en 3 jours, quoi, pour un petit jeu indé, quoi, à 8 balles, à 9 balles. Je me suis pas renseigné, mais tu sais d'où ça vient ce succès d'un coup? Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui l'a mis en avant? Tu parlais de youtubeurs tout à l'heure. Alors, les youtubeurs étrangers, je sais pas trop. En France, je sais que Mister MV a complètement craqué dessus et donc a dû faire exploser le jeu. Il y a Shigeru Miyamoto aussi qui a joué à ça un peu moins que Mister MV, et je sais qu'Olièche s'y est beaucoup mis dans les catégories des joueurs de Hearthstone et tout ça. Donc, je pense que, en tout cas en France, je pense que c'est les 3 qui ont un peu propulsé le jeu, quoi.
Alors, Olièche, il est même belge, pour être précis, il est francophone, mais... Ouais, mais on l'a adopté, quoi. Oui, c'est vrai. Mais ça fait des joueurs de Isaac ou de jeux de cartes, si on résume. Donc, je comprends. Des joueurs de roguelite et de deck builder, quoi. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est ça. J'ai évidemment encore plein de questions, mais un run, c'est combien de temps? Alors, j'ai l'impression que c'est compliqué avec le endless, mais de base... Alors, sans le endless, c'est pas trop long. Enfin, pas trop long, si, c'est peut-être 1 heure quand même. 1 heure, Ok, 1 c'est un heure peu et loin. demie. En fait, comme t'as pas de timer et que tu prends le temps que tu veux, en plus, il y a une auto-sauvegarde, donc en fait, tu quittes le jeu, tu le reviens quand tu veux. Et en plus, tu as un système de seeding où tu peux sauvegarder ta seed et peut-être relancer des runs avec les mêmes seeds, etc. Et non, ouais, par contre, c'est un peu long. Ouais. C'est un peu long. Mais c'est le genre de jeu où tu prends ton temps, quoi. C'est pas un jeu stressant, c'est juste du clic. Donc, quand t'es vieux, c'est bien. Est-ce que tu penses l'avoir terminé? Pas du tout. C'est ouf. Alors, est-ce qu'on peut le terminer? Alors, je pense qu'on peut le terminer. Voilà. Mais est-ce que je vais le terminer? Non. Non, je pose vraiment cette question parce que tu vois, je pense à un Isaac, tu peux le terminer, mais il faut débloquer 900 objets. En fait, débloquer tous les decks et débloquer tous les jokers, toutes les cartes en fait qui sont autour, donc les planètes, les arcanes, les cartes spectrales, les coupons, etc. Oui, ça, tu peux le faire. Franchement, ça va. Terminer tous les decks dans la difficulté de base, ouais, tu peux le faire. Après, faire les 8 difficultés de tous les decks, là, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher. Il faut être un vrai acharné du jeu, quoi. Parce qu'en plus, comme c'est infini, théoriquement, tu peux faire des parties de 7 heures, je pense. Enfin, j'ai pas vu, je dis ça comme ça, mais ça peut aller très loin. Mais en tout cas, terminer tout dans toutes les difficultés, oui, je pense que tu peux le terminer. Ça prendra du temps. Et terminer le jeu, théoriquement, tu peux pas, parce que c'est infini. Je sais pas si on a déjà la réponse à cette question, mais tout finir, tous les decks dans toutes les difficultés, ça prendrait combien d'heures? On parle de 100, 300, 1000? T'as un ordre d'idée de... Ouais, attends, alors du coup, il faut que je retrouve le nombre de decks quand même. Bon, après, à peu près. Hein, à peu près, mais... Attends, ouais, en plus, si t'es pas super bon... Je sais pas, franchement, j'y ai pas réfléchi, mais attends, je calcule rapidement. Je crois que t'as à peu près une dizaine de decks avec 8 difficultés, donc ça fait 80 multiplié par, on va dire, 2 heures, voire 3 heures, parce que si t'as dû faire des reruns, ouais, on est là sur du 240 heures, du coup, ça, si je sais calculer. Ce qui est raisonnable, finalement, pour un jeu du genre. Parce qu'il y a des jeux qui sont beaucoup plus longs, quoi. Je t'ai calculé ça complètement à la... Allez, fois 2 ou fois 3, selon ton niveau. Et ouais. Mais ce qui est beaucoup, en vrai. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais pour une dizaine d'euros, c'est pas mal. Ah oui, non, par contre, oui, ça c'est un peu l'avantage des jeux indés comme ça qui cartonnent et qui sont super cool. C'est que t'en as pour ton argent, quoi. Oui, clairement. C'est clair. Tu parlais de 150 jokers. Ouais. Est-ce qu'il y en a un, genre tu le vois, t'es en kiff ultime en mode ah putain, celui-là, il est cheaté. Et quel est son pouvoir? Ou un exemple que tu as utilisé récemment, tu t'es dit, Waouh, attends, c'est compliqué ça. ton dernier coup de cœur pour une carte joker, finalement. Ouais, mon dernier coup de cœur pour une carte joker, ça doit être... Attends. Putain, c'est dur comme question, ça, en fait. Le clown triste, il fait quoi? Le clown triste, je sais plus ce qu'il fait. Mais effectivement, il y a un clown triste. Il y a un semi-clown aussi. Il y a un clown mal imprimé qui donne des bonus random. Et sinon, celui que j'aime bien, c'est peut-être le pantalon. Et alors, le pantalon, je crois qu'il donne un bonus. Il donne un bonus quand tu joues une paire. Donc, en fait, moi, je trouve ça trop drôle. Donc, je crois que c'est en plus un pantalon pas de def à moitié rapiécé. Donc, je le trouve très marrant. Et ça permet de faire un deck basé sur la paire, ce que je trouve absolument rigolo. Et voilà, même si un des trucs les plus fun, c'est de baser ton deck sur une carte, où tu joues une carte et tu peux marquer plusieurs millions si tu as bien construit ton deck dessus. Ok, intéressant. Encore 2 petites questions. Est-ce qu'il y a des seeds? Tu te dis, je mets cette graine-là pour avoir un run spécifique, ou finalement c'est juste les 8 decks de base et c'est du random derrière? Non, en fait, je crois que tu peux relancer tes parties avec une seed que tu as déjà eu dans un run. Donc, voilà. Et en fait, ça va être par rapport au joker et aux cartes que tu vas choper dans le shop et tout ça. Et aussi, je ne l'ai pas dit ça. En fait, chaque boss a une difficulté. Par exemple, tous tes cœurs ne comptent pas, ou toutes les cartes que tu as jouées dans les 2 manches précédentes sont complètement... sont désactivés, donc c'est-à-dire que tu marques plus de bonus si par exemple tu as des bonus sur les rois, tu peux pas, etc. Et tu en as des vraiment durs aussi qui peuvent te ruiner ta run complètement. Par exemple, toutes celles qui disent par exemple tu ne peux jouer qu'une main.
Tu vois, tu n'as le droit de jouer qu'une seule main. Et si ton deck est basé sur un truc où tu vas jouer plusieurs mains pour faire des multiplicateurs, t'es niqué. Ou c'est un truc qui te dit faut que tu joues plein de combinaisons de mains différentes et que ton truc est basé sur il faut absolument jouer qu'une seule combinaison, bah c'est pareil, tu peux perdre. Ok. Et la dernière question, parce que tu n'en as pas parlé, mais est-ce qu'il y a une histoire? Je crois pas. C'est quoi l'intérêt de faire des mains? Est-ce que je sais pas, qu'il y a une histoire? tu réponds au dieu clown des cartes? Est-ce que tu, enfin, je sais pas. Non, il n'y a pas d'histoire. Par contre, tu as quand même un univers graphique au niveau des jokers qui est quand même assez barré. Ça a l'air d'être la drogue, hein, quand même. Ah, c'est totalement la drogue. Mais vos deux sujets, c'est la drogue. Hein. Ouais. Non, mais effectivement, les choix graphiques et les choix d'illustration des jokers, qui sont quand même répétés, parce que le mec est tout seul, faut pas déconner, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est complètement barré, quoi. Et ouais, c'est bien barré, ouais. Mais c'est chouette. Donc, t'as pas d'histoire, parce qu'il n'y a pas d'histoire à raconter, à part être tout seul à jouer avec des cartes de poker où tu fais n'importe quoi. Mais non, il n'y a pas d'histoire. Bon, bah... Mais par contre, tu vois, il y a en plus, à la base, le truc qui est déformé comme un écran cathodique avec les, tu sais, les parasites qui arrivent. Oui. Je sais plus comment on appelle ça. Il y a un petit côté quand même, visuellement, je trouve, horror 90s, genre un peu fais-moi peur, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ouais, il y a ça, quoi. Mais oui, Europhobe, s'abstenir. Ah oui, complètement. Si t'as peur des clowns, faut pas jouer à ça. Ouais. Et oui, par contre, t'es sur le truc cathodique. Si vous aimez vraiment pas ça, ça peut se désactiver. Donc tu peux avoir ce que je fais aussi, parce que j'aime pas. Ok. J'aime pas avoir. Ça, je sais pas. Tu vois, c'est une question à se poser. C'est les mecs qui font des effets rétro sur les jeux. Est-ce qu'ils ont vraiment vécu cette époque? Je te sens un petit peu énervé. Bah ouais, parce qu'en fait, alors, bon, parce qu'on n'avait pas d'intro, donc on a un peu de temps, je peux faire une petite. Vas-y, fais ton intro maintenant, si tu veux. Parce que c'était chiant les écrans cathodiques qui avaient des trucs, tu vois, et c'était pas agréable. Et on a eu la même discussion avec une personne avec qui on bosse, qui est assez jeune, et qui dit je me ferais bien une coupe mulet, quoi. Et on lui fait. Toi, tu l'as pas subi quand t'étais enfant, d'accord? Je lui dis, moi je comprends, nous on trouve ça horrible, et je dis, mais ça, nous on l'a subi, la coupe mulet, on a subi la coupe au bol, on a subi les cagoules, genre les bananes qui reviennent, tu vois. Les t-shirts Waikiki et tout, mais c'est stylé. Bah oui, mais non. Et tu sais, les kawaii multicolores, machin, que tu trouves à 250 balles maintenant sur le truc, tu leur dis, mais vous vous rendez pas compte, on avait l'air con avec nos kawaii qu'on range, machin, c'était la honte au collège, tu vois. Et en fait, ils se rendent pas compte. Donc je pense que les gens qui font des jeux avec genre imitation écran cathodique, c'est des gens qui n'ont pas regardé ou joué sur des écrans cathodiques. Ah, je sais pas. Moi, j'aurais plus dit c'est un hommage, justement, ou un souvenir. Enfin, c'est la Madeleine de Proust des jeux ouais, d'avant, non, mais quoi. d'accord, mais il y a des meilleurs souvenirs quand même. Bien sûr. Est-ce que tu as envie de revivre AOL, quoi, tu vois? Bah, c'était avec une bonne époque. Le 56K tout pourri, une clip plantée. Caché dans ton t-shirt pour pas faire de bruit la nuit et tout, mais bien sûr. Et si quelqu'un décroche le téléphone, t'as plus d'internet. Enfin non, bah voilà, il y a des trucs que t'as pas envie de revivre, quoi. Tout n'était pas mieux avant, et clairement, beaucoup de choses n'étaient pas mieux avant. Non, c'est ça. Est-ce que t'as envie de revivre Chirac? Non, pas trop. Ne parlons pas de politique dans ce podcast. Donc il faut toujours que j'en case une. Ouais, écoute, un truc de vieux. En tout cas, c'était Balatro. Donc, tu sais que c'était dispo pour une dizaine d'euros. Alors, j'ai plutôt vu 15. Je sais pas si t'avais une promo de. Ah, j'avais la promo du début, alors ouais. Mais bon, je pense que c'est 9 balles. C'est pas très cher pour ce que c'est. Et c'est dispo sur tous les supports depuis février 2024. Merci, Queutrus. Vous le savez, les coups de cœur ont disparu, paix à leur âme, mais on va peut-être vous parler de sujets, au fait non, on va pas en parler. Moi par exemple, je vais pas vous parler du Tour de France des stades que j'ai fait. Certains ont un Pokédex, moi j'ai un, je sais pas comment on dit, Stadiomex, je sais pas, j'ai pas le terme. Et j'aime bien aller supporter l'équipe de foot de Lens. C'est dommage parce que j'ai visité Metz. Tu mets des joueurs de foot dans des boules? Non. D'accord. Non, c'est pas ça. Je collectionne les visites dans les stades. Est-ce qu'il y a un terme pour ça? Et est-ce que tu as des tampons à chaque stade façon Allez-4 Tatouage. Tu valides tes trucs J'ai une photo que je pourrais imprimer pour mettre dans un petit passeport de mes stades visités, par exemple. Ça, ce serait bien d'avoir un petit carnet comme ça. Ce serait intéressant. Putain, c'est con qu'on n'en parle pas, du coup. Et c'est con aussi parce que j'aurais bien parlé de la ville de Metz, parce que c'était un peu... c'était presque un coup de cœur. Mais du coup, j'en parlerai pas parce que j'y suis allé donc, le week-end dernier, le week-end avant l'enregistrement. Mais pour vous, il y a plus ou moins un mois, voire plus, si vous écoutez ça dans 2035. Et j'ai beaucoup aimé la ville de Metz. C'est très joli. Alors, la gare, il paraît que c'est la plus belle de France. Il y a une histoire qui est plutôt intéressante, j'ai trouvé. Et il y a un côté quartier ancien, piéton, très agréable à visiter. Et l'autre côté, c'est complètement moderne avec centres commerciaux et des bars d'immeubles. C'est pas mon côté préféré. Mais ouais, je sais pas pourquoi, j'ai presque eu un coup de cœur pour une ville dont on ne parlera pas aujourd'hui.
Metz en Lorraine. En plus, c'est à 1h30 de Paris en TGV. Enfin, franchement, c'est con que je puisse pas trop en parler, en fait. Je sais pas. J'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai moins aimé, c'est la défaite de Lens, mais du coup, on n'en parle pas. Quetrus, il y a un truc dont tu veux pas nous parler, un ou plusieurs, parce que c'est plus Anya la chef. Hein. Si t'as plusieurs trucs dont tu veux nous parler, de pas nous parler. Ouais, moi j'aimerais ne pas vous parler de l'Expo Métal à la Philharmonie. Dommage. parce que oui, franchement, n'en parle pas. je vais pas en parler. relou, Surtout quoi. pas. Ouais, parce que ça a l'air, parce que c'est top. Donc bon, à la limite, ouais, si vous préférez vous faire chier, n'y allez pas, quoi. Mais voilà, si vous avez envie de découvrir cette belle culture, allez-y. Et t'es allé voir les concerts, Behemoth, Regarde les hommes tombés ou pas? Non, Behemoth, je vais le voir bientôt, mais j'ai pas été le voir là. Ah oui, non, c'est pas encore. C'est Enfin, pas oui, encore. non, c'est pas encore, mais ce sera le cas quand vous écouterez. Ah oui, exactement. tu Oui, l'as- donc j'ai Ouais. été voir Behemoth, ouais. Ouais. T'en as pensé quoi Et c'était vachement bien. C'est dommage que t'en parles pas, du coup. Et j'aimerais pas. Alors du coup, j'ai pas envie de vous parler de politique. Alors ça, non, par contre, t'en parles Non. vraiment pas. Donc je vais pas vous parler des missions Rhinocéros de Blast, présentées par Usul et Lumi, Ok. qui parlent, c'est des décryptages du média, sur les médias, tout ça, etc. C'est très à gauche, mais c'est cool. Pardon, je l'ai pas dit. Non. Non, parce que j'en parle pas. Non, on parle pas de politique, Voilà. pour de vrai. Non, mais au-delà de ça, parce que c'est Blast, donc on sait que Blast, c'est orienté gauche, mais bon, bref. Mais en fait, ça décrypte pas mal de choses sur la société, sur la télé, etc., mais d'une façon très, très intelligente. Et on apprend énormément de choses. Ça parle de Bourdieu aussi, mais tu vois, on parle pas de Bourdieu parce que c'est très politisé. Mais voilà, je recommande vraiment Rhinocéros parce que au-delà du fait que si vous n'êtes pas de ce bord politique, c'est pas grave en fait parce qu'en fait ça développe énormément l'esprit critique, ça va très loin, c'est nuancé et ça casse pas forcément surtout. Par exemple, tu vois, ça parlait de l'émission Patron Incognito. Ok. Alors, il y a une émission sur Patron Incognito, parce que donc, c'est la télé, etc. Et donc, on pourrait se dire, oui, machin, c'est des gens d'extrême gauche, de gauche, et ils vont casser complètement le truc. Et ben non, en fait, il y a une analyse dessus qui est ultra intéressante sur le monde du travail, sur ce que ça montre, sur aussi la puissance du montage, sur qu'est-ce qu'on peut dire en fait à travers cette émission sur notre vie, sur la société, sur justement quel travail, quelles sont les conditions de travail, sur la représentation des gens au travail. Et par exemple, sur Patron Incognito, il disait, c'est une des rares émissions qui est pourtant de la télé-réalité, qui est mise en scène, qui souvent fait de la pub à la boîte, qui accepte de participer, en tout cas au PDG de la boîte. N'empêche qu'il disait, c'est une des rares émissions où tu vois les gens au travail et tu vois toute une catégorie de personnes, et de métiers, donc ouvriers, manutentionnaires, etc., qu'on voit représenté. jamais à la télé. C'est vrai. Et en fait, cette émission fait ça avec à peu près tous les sujets qu'il y a en ce moment. Là, par exemple, il y a eu les auditions, vous vous rappelez, il y a du coup 2-3 mois sur Hanouna, sur CNews, etc., sur le petit journal, enfin quotidien, etc. Et en fait, c'est toujours traité de façon très intelligente et avec un angle de vue qu'on n'attend pas. Donc voilà, je trouve que c'est une émission qui rend intelligent. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, et tant mieux, parce que c'est ce que te dit l'émission, de dire de ne pas être d'accord avec tout et d'essayer de comprendre un peu plus comment ça se passe. Dommage que t'en parles pas, du coup. Ouais, parce que je crois que j'aime bien. T'as fait le tour là de tous tes coups de cœur, c'est bon. Ouais, mais j'aime bien la ville de Rennes, mais j'en parlerai pas. Et j'ai trop kiffé la ville de Rennes aussi, pour le coup, parce que j'y suis allé l'an dernier pour voir un match. Pareil, j'en parle pas, mais j'ai trop envie d'y retourner, quoi. Vraiment chouette. Petite galette aussi, ça va un match de foot. Non, ça, faut pas parler des galettes saucisses. Ok, Julie, de quoi tu nous parles pas aujourd'hui? Alors, je vous ai parlé il y a quelque temps. J'avais fait une chronique sur des films mauve, rose, guimauve espagnol. Trop bien. J'ai trouvé le petit frère de ces films-là. Je ne vous en parlerai pas, mais je vous cite juste le titre. Ça s'appelle La Herida Luminosa. Et c'est un court-métrage, c'est pour ça que c'est le petit frère. Donc, et un petit court-métrage réalisé par Christian Aviles, personne qui a même pas 20 ans, hein, qui très probablement porte une coupe au bol et qui très probablement adore les mulettes parce qu'il ne l'a pas vécu en tant qu'enfant. C'est vrai. Il y a un numéro en Il est 07. très très jeune. Oh. Et donc, en 2 mots, parce que je ne vais pas vous en parler, ça raconte l'histoire d'Anglais qui fuient de jeunes Anglais qui fuient la grisaille et la dépression due à leur climat compliqué pour partir aux Baléares pour faire le plein de lumière et de coups de soleil.
Voilà, ça parle c'est des réflexions sur la dépression, suicide des jeunes, le tourisme de masse en Espagne. Mais tout ça dans un univers très onirique, poétique, cheesy, sirènes, paillettes, nuages cotonneux, roses. En fait, tu as un défi. Spaghetti. Ouais, chaque podcast, tu as une liste de 30 mots à placer, c'est ça? Et peu importe la chronique. Tout à fait. Ok, d'accord. Tout à fait. Ah, ça marche bien. J'avoue que je viens de comprendre au bout de 61 épisodes. Eh ben, merci Julie, et dommage que tu ne nous parles pas de ça. De toute façon, en plus, il y a un lien dans la description. Si jamais on veut encore moins en parler, ça reste cliquable. Et je vous propose de lancer le dernier petit jingle avant la fin de cette émission. Petit récap sur les chroniques. Donc Julie nous a parlé de la danse gaga et Quetrust nous a parlé du jeu vidéo Balatro. Deux sujets bien drogués, enfin je sais pas comment dire. Voilà, trop bien. Par exemple, j'ai noté un titre, je le place dans l'émission, j'ai noté Spaghetti Balatro trop cuit. Voilà, c'est tout. On verra si c'est le Pourquoi trop Balatro. Comme l'âne? Par exemple, D'accord. Balatro cuit. Parce que c'était trop cuit. Spaghetti, Balatro cuit. Ouais, bref, on a le temps d'affiner ça. Et un truc que j'adore. Gaga trop cuit? Non, ça Ouais, marche mais pas, non. ouais, ça marche moins, tu vois. Ouais. Mais un truc que je kiffe, c'est quand j'écoute un podcast et que les gens parlent du titre, et là je regarde, je fais ah, ils l'ont pas retenu celui-là. Genre ah, c'est celui-là. Enfin, bref, tu sais à quel moment on l'a trouvé dans l'enregistrement. Mais c'est une toute petite niche de kiff quand même, ce truc. Ah, mais bien sûr. Ouais. Et je pense qu'on est 4 en France à aimer ça. Je cherche les 3 autres. N'hésitez pas à répondre en message privé. Bon, bref. Merci encore pour vos chroniques. Et bien évidemment, j'ai envie de vous faire passer un message, puisque en mai, c'est le mois des jours fériés. Alors oui, vous avez sans doute posé un jour pour être en week-end un mardi soir, ou alors 7 jours ouvrés pour vous accorder 2 semaines de congé. Mais dans vos calculs, vous n'êtes pas toutes et tous partis en vacances pendant cette période. Donc, vous n'avez pas forcément dépensé ce que vous auriez pu investir dans ces vacances. Peut-être qu'ils sont pauvres. Ou alors, c'est le moment de réinvestir ce manque à dépenser dans notre Patreon, qui nous permet de renouveler notre matériel et nos bonnettes jaunes déchirées, par exemple. Ah oui, on l'avait ça, tout à l'heure. faut qu'on en parle. Et continuer de produire des podcasts toujours aussi qualitatifs. Alors après, c'est vrai, comme tu dis que Trust, on n'a pas forcément tous de l'argent à investir, donc peut-être, si on n'a pas de sous, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour nous soutenir, Julie? Des bisous. T'envoyer une bonnette jaune par la poste. Oh! Ouais. Ah non, mais ça, Ça, c'est ça coûte un peu d'argent quand même, parce que tu as les frais de port. En plus, la poste, ça augmente chaque année, le prix des timbres, etc. T'en Ah envoyer ouais. 5. D'envoyer 5 ça bonnettes. rentabilise. Comme ça, on peut en déchirer 4 l'envoi. tranquille, quoi. Mais non, mais 5. envoyez-nous des bonnettes personnalisées au VHS. Ouais, faites ça. Une adresse qu'on vous communiquera pas, mais on s'arrange, surtout dans Paris. Mais combien t'as dit de bonnettes? 5. 5. 5 comme Les doigts de la main. les doigts de la main, comme le nombre Les de lettres 5 mains. dans le prénom Julie, Comme le nombre d'or, comme le nombre de pyramides. Le nombre de Construit cartes par- dans Balatro quand tu fais une main. Voilà. Ah oui, c'est les 5 doigts de la main, c'est Le pareil. nombre de la combinaison de poker aussi, on aurait pu faire ça. 5. Ouais. Bah ouais, 5 étoiles à mettre sur les trucs de podcast. Là, comme d'hab, vous mettez un commentaire. En plus, on est descendu à 4,9 sur Apple, là. C'est pas vrai. C'est quoi cette bêtise? Je me suis retenu, j'ai pas dit conneries. Hein. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas. Heureusement que Julie a déjà mis 5 étoiles. Ouais, ça, c'est parce qu'avec Julie, on chronique plus assez aussi. Ah, il y a peut-être ça aussi. Bah, mettez 5 étoiles Sûr. et mettez un commentaire pour dire pourquoi vous avez mis 5 étoiles, même si c'est pas bien, c'est important. Et abonnez-vous, tout ça, comme ça vous ratez pas les prochains épisodes. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Après, il y a écrit on se retrouve le mois prochain. Ah merde, faut que j'appuie. Je descends là, j'appuie sur le truc rose, je monte doucement. Et là, c'est le générique de fin. Vous pouvez encore parler jusqu'à quand vous voulez, quoi. Ouais. Oui, on l'entend un peu et en même temps on peut parler dessus. Ouais. Et c'est fini. Et après, quand c'est fini, j'appuie sur le bouton rouge. Ça, c'est la trop gratuite. Hein. Il y a la version payante. En plus, c'est con parce que le commentaire à 4 étoiles, il dit que c'est un excellent podcast. Fin de transmission.